Bonjour à tous et bienvenue au Café des Antigones. Je suis Isul Turan, porte-parole, et j'ai avec moi ce soir Anne Troby. Anne, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors avant d'attaquer le sujet de ce soir, je rappelle à nos auditeurs que nos contributions et articles sont disponibles sur le site internet lesantigones.fr et que vous pouvez retrouver l'ensemble de nos émissions sur le YouTube en vous y abonnant. Et nous avons récemment ouvert un Tipeee auquel vous êtes invités évidemment à donner. Le sujet de ce soir, c'est la complémentarité homme-femme, sujet que tu as travaillé, Anne, pour une intervention à l'intention des enfants. Oui, c'est ça, j'étais intervenue à Strasbourg avant l'été pour présenter le principe de complémentarité aux enfants dans le cadre d'un débat avec une autre intervenante qui présentait quant à elle le principe d'égalité. Deux notions qui ne s'opposent pas vraiment, en fait. C'était tout l'enjeu, c'était de pouvoir expliquer que ce n'étaient pas des notions opposées mais différentes, mais je pense qu'on reviendra sur ce sujet-là peut-être dans une deuxième partie d'émission. Alors c'est un sujet fondamental, la complémentarité homme-femme, d'autant qu'elle nécessite la distinction entre le sexe et le genre, et ça c'est une notion qui est fondamentale pour nos adolescents aujourd'hui. Très clairement, la notion de complémentarité, qui est quand même très peu étudiée aujourd'hui, nécessite d'emblée quelques distinctions philosophiques. La première, effectivement, c'est une distinction un peu plus circonstancielle, hein, c'est dans l'air du temps. On va distinguer entre sexe et genre, nous on va plutôt parler de sexe. Qu'est-ce que le genre? Parce qu'on en a dit beaucoup ces dernières années. Le genre, c'est tout ce qui, se rapportant au sexe, est construit, c'est-à-dire toute la dimension culturelle de l'identité sexuée. Comment on vit son sexe en société, c'est-à-dire par exemple, je vais caricaturer, hein, mais porter une jupe et des talons pour une femme et rouler des mécaniques et faire du sport pour un homme. Voilà. Alors que le sexe, quant à lui, est une donnée biologique. A priori, c'était dans le cadre de cette distinction, à partir du moment où on adopte le concept de genre, le sexe devient réduit au biologique. Mais en fait, la notion de genre en français, à l'origine, c'est une notion qui est purement grammaticale, et le terme de sexe incluait, à l'origine en français, à la fois le naturel et le culturel. Il n'y avait pas de distinction aussi nette. Par contre, il faut savoir que cette distinction était beaucoup plus facile dans les pays anglo-saxons. C'est pour ça que les théories du genre, les fameuses, sont nées dans ces pays-là, parce que la notion de genre existait déjà dans le vocabulaire. Comment s'insère finalement cette notion de complémentarité par rapport au sexe? Par rapport au sexe ou au genre, du coup. Justement, c'est tout. Enfin, ça va être un sujet là-dessus. Déjà, il faut définir un petit peu, pour pouvoir parler de complémentarité, il faut commencer par se mettre d'accord aussi sur la question des différences hommes-femmes. Parce que la complémentarité, qui désigne un lien d'interdépendance entre deux choses, donc ici entre les hommes et les femmes, suppose qu'il y ait différence. Donc il faut quand même qu'on s'accorde sur ce que sont les différences hommes-femmes. C'est-à-dire qu'en fait, on est obligé de repartir dans ce qui fonde la notion de sexe, et même j'irai plus loin dans ce qui fonde l'humanité. Bah, on va peut-être commencer par étudier quelques expressions du langage courant. On entend par exemple souvent parler de nature féminine ou de nature humaine. Alors on va peut-être essayer de voir ensemble qu'est-ce que, d'un point de vue purement philosophique, hein, distinguer le vrai du faux quant à ces expressions-là. La nature, je reprends, j'ai noté quelques petites définitions hein, pour les enfants. La nature, c'est l'ensemble des caractères qui définissent l'homme, considéré comme inné, comme indépendant à la fois des déterminations biologiques et des déterminations sociales, historiques et culturelles. Pour reprendre, la nature, c'est ce qu'un objet dans l'ordre de la réalité. On va dire la première chose qu'on va voir, qu'on va reconnaître de lui. La nature, c'est ce qui est. J'avais donné une image peut-être un petit peu simpliste hein, aux enfants, mais j'avais mis un petit diapositive avec des petites silhouettes, une silhouette de singe, une silhouette d'ours, une silhouette humaine. Si on voit une silhouette à l'horizon, on va distinguer immédiatement un être humain d'un animal, même d'un grand singe. Hein. Par contre, on va pas forcément distinguer si cette silhouette est une silhouette d'homme ou de femme. D'autant plus que, en réalité, d'un individu à l'autre, les caractères sexuels secondaires, largeur des épaules, taille du bassin, taille de poitrine, vont quand même varier infiniment. Et par ailleurs, elle varie aussi en fonction de l'âge. Donc ça va être beaucoup plus difficile sur une silhouette de distinguer le féminin du masculin. Donc l'image est peut-être un petit peu simpliste, mais elle va permettre de tirer la conclusion qui me semble intéressante ici, qui est de dire que notre nature, c'est avant tout notre humanité. C'est ce qui nous distingue des autres espèces vivantes. Si on fait l'exercice de se demander ce que ça voudrait dire d'avoir une nature masculine d'un côté et une nature féminine de l'autre, ça signifierait en fait qu'on est deux espèces distinctes. D'un pur point de vue biologique, si on dissèque un corps masculin d'un corps féminin, on voit quand même que on appartient à la même espèce, dans la mesure où on a un fonctionnement qui est quand même similaire, on a un appareil respiratoire qui est similaire, on a un appareil digestif qui est similaire, on a des organes qui sont placés au même endroit.
Donc, de ce point de vue-là, il y a quand même un certain nombre de ressemblances, sur lesquelles on insiste beaucoup à l'heure actuelle, certes, mais qui sont bien réelles. Oui, parce que c'est une impasse intellectuelle, en fait, de définir qu'il n'y a qu'il y a une nature féminine et une nature masculine, parce que finalement, enfermé dans des critères secondaires, le féminin et le masculin. C'est ça. Et à mon avis, en fait, tant du point de vue biologique que du point de vue peut-être culturel, et puis même du point de vue, je sais pas, le terme est un peu pompeux, mais psycho-émotionnel, il y a quand même assez de ressemblances entre les sexes pour pouvoir dire, voilà, on a un fonctionnement corporel similaire, mais on a aussi, les deux sexes ont la capacité de raisonner, les deux sexes ont la capacité de ressentir des émotions. Et donc, on n'a pas d'essence féminine et d'essence masculine, comme pourraient le définir les essentialistes. Alors je dirais, je rappellerai une petite définition. Donc l'essence, c'est l'ensemble des caractères constitutifs de quelque chose. Typiquement, dans les petits bouquins de philosophie destinés aux enfants, on va vous mettre une page pleine de chaises toutes différentes les unes des autres, parfois même certaines qui ont 4 pieds, certaines qui ont 3 pieds, mais qui sont tous des chaises et qu'on va reconnaître comme telles. Pourquoi il y aurait une seule essence humaine, de la même façon qu'il y aurait une seule nature humaine? C'est parce qu'en fait, si on prend un seul individu de sexe féminin ou un seul individu de sexe masculin, si on les considère seuls, ils ne peuvent pas permettre de définir pleinement ce qu'est un être humain, en réalité. Ils fonctionnent nécessairement ensemble, puisque l'humanité, bêtement, pour se perpétuer, a quand même besoin du féminin et du masculin, enfin d'un homme et d'une femme. Après, je pense que ça vaut peut-être le coup de revenir un instant sur les termes de nature et d'essence féminine, masculine. Alors, peut-être nous, on va se concentrer sur le féminin, mais on entend ces expressions-là sous la plume de très bons auteurs quand même. Donc, c'est qu'ils ont une forme de validité quelque part. Moi, dans mon exposé, j'avais volontairement laissé ça de côté, parce que voilà, c'était un exposé face à des collégiens, donc il ne s'agissait pas de complexifier les choses. En fait, les distinctions qu'on fait, ce qu'on vient de dire, c'est sur un plan philosophique. Par contre, quand on parle de nature féminine, d'essence féminine, d'idéal féminin, c'est dans un sens qui est en général plutôt poétique et religieux. C'est pas dans le sens purement biologique ou dans le sens purement philosophique du terme. Et à ce titre-là, je pense que ces termes peuvent avoir une validité, mais une validité qui est rapportée à un contexte et à une circonstance. Oui, parce que là, on vient de voir ce qui est commun, finalement, mais ce qu'interroge la complémentarité homme-femme, c'est avant tout la différence. Et on ne peut définir d'ailleurs cette différence qu'après avoir dit ce qui est commun, aussi. C'est là où je vais pas forcément récuser dans une conversation les termes de nature féminine, etc. Après, la difficulté, c'est que là, on est dans un contexte quand même de guerre intellectuelle sur ce sujet-là. Donc, dans le cadre d'un débat avec l'autre camp qui ici se définirait plutôt par des partisans soit de l'indifférencialisme, si on se passe du point de vue du féminisme, soit des théories du genre, ou simplement l'ambiance générale de l'indifférenciation sexuelle que vous allez retrouver dans les programmes d'école et compagnie. Là, il s'agit d'utiliser les bons termes pour aussi être inattaquable. Dans le cadre d'un débat, vaut mieux éviter de parler de nature féminine, en fait. Parler de nature humaine, et passer des différences sexuelles au bon endroit philosophique. Parce que voilà, ça permet d'avoir les bonnes armes dans un débat, ça permet de bien débattre et de pouvoir dire ensuite, attendez, voilà, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Voyons. Finalement, cette différence des sexes, elle est, on ne peut pas le nier, mais elle est surtout absolument nécessaire. C'est ça, elle est et qu'est-ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit qu'il y avait une humanité commune, qu'il y avait une essence commune aux êtres humains, il reste le problème de la sexuation qu'on n'a pas du tout traité. Cette sexuation, on peut lui donner 2 qualificatifs, je pense. Nécessaire et signifiante. Nécessaire, pourquoi? Alors nécessaire en termes philosophiques, ça veut dire que les choses peuvent pas être autrement, en fait, qu'on peut pas se passer des choses comme elles sont. Donc, il y a des courants de pensée qui vont considérer que la sexuation, c'est pas si important, que c'est seulement une donnée biologique parmi d'autres, comme on est blond, brun, grand, petit, etc. Et qu'en fait, les différences qu'on constate entre les sexes sont voilà, imputables à la culture. Mais en fait, il faut quand même reconnaître que c'est pas des différences qui sont du même ordre. Du point de vue purement philosophique, des différences de taille, de couleur de cheveux, c'est de l'ordre de l'accidentel, tandis que la sexuation, c'est une dimension nécessaire. On va reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure, mais il faut un homme et une femme pour perpétuer l'espèce humaine. Donc la sexuation est nécessaire à notre humanité et nécessaire, voilà. Et nécessaire, entendu dans le sens où elle est constitutive de cette nature et de cette essence humaine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager l'humanité sans ce caractère sexué. C'est-à-dire que si vous retirez le sexe biologique au fonctionnement humain, vous n'avez pas de reproduction. Enfin, du coup, on n'a pas d'être... Enfin, c'est pas un être humain. Ce qu'on a n'est pas un être humain. Si on le fait d'un point de vue, par exemple, zoologique, on enferme un individu mâle dans une cage, il ne va rien se passer. Il n'y a pas de génération spontanée. Il est nécessaire qu'il y ait un homme et une femme
pour qu'il y ait cette reproduction, et donc que l'humanité Idéalement pas perdure. dans une cage, hein, mais... Non, c'était pour donner l'idée, finalement, de la recherche dans laquelle on a tendance à enfermer les animaux, les choses. On étudie souvent, par exemple, la reproduction cellulaire, qui est très propre à elle-même, la reproduction des escargots, en regardant les choses sorties de leur contexte. Et en fait, quand on sort un individu mâle ou un individu femelle, Bah, il ne se passe rien, c'est-à-dire que l'espèce meurt. En laboratoire, c'est comme dans la vraie vie, il faut un homme et une femme, quoi. Moi, l'image que j'avais donnée, qui est peut-être un peu simpliste aussi, mais bon, voilà, hein, ça fonctionne aussi, c'est qu'en gros, dans une assemblée de personnes, voilà, une assemblée d'enfants, il n'est pas nécessaire que chacun de ces enfants devienne parent, hein, ils peuvent très bien choisir le célibat pour X raisons, mais c'est nécessaire que dans chaque génération, il y ait des parents. Enfin, les Malthusiens, voilà, qui vont vouloir voilà, réduire le nombre d'individus sur Terre, ne peuvent pas supprimer cette donnée biologique et cette donnée anthropologique et même philosophique, selon laquelle il y a quand même un moment, il va falloir qu'il y en a qui se reproduisent. Alors voilà, eux, ils vont être partisans du moindre nombre, mais en attendant, il va quand même falloir qu'il y en a qui se reproduisent. Donc à ce titre-là, on va vous renvoyer à d'autres émissions qu'on avait faites notamment sur la PMA. Une politique de santé publique qui crée la fertilité à grande échelle sont criminelles. Dans la mesure où même dans les cas, aujourd'hui dans la société où certains enfants n'ont pas de papa ou pas de maman, de papa, de maman, à la base, il a quand même fallu pour que cet enfant existe un homme et une femme. Et il en va de même pour la question de l'avortement. C'est la même problématique. C'est-à-dire que si tout le monde venait à avorter, il n'y aurait plus d'espèces humaines non plus. Bah, à la limite, ça renvoie aux propositions kantiennes de la validité d'une proposition morale tient à son universalité. À ce titre-là, la PMA pour toutes ou l'avortement d'ailleurs ne tiennent pas. Et la conclusion qu'on peut tirer de la nécessité de la sexuation et de l'importance qu'elle a pour l'espèce humaine, c'est de dire que pour que la société survive, elle va devoir prendre en compte et organiser cette sexuation d'une manière ou d'une autre. Par exemple, j'ai un exemple, il y a des sociétés dans lesquelles on pratique la ségrégation des sexes, c'est-à-dire que les hommes et les femmes vivent séparément, parfois même la majorité de leur vie quotidienne. Même dans ces sociétés-là, il faut tout de même organiser les lieux et les moments de rencontre pour permettre la survie du groupe. Donc, en réalité, du point de vue de l'organisation sociale, ça signifie qu'on va à la fois devoir organiser le même, l'être humain, et le différent, les hommes et les femmes. Après, l'histoire et la géographie montrent qu'il y a de multiples manières de gérer cette organisation. Certaines peut-être plus vertueuses ou plus délétères que d'autres. C'est là qu'entre la complémentarité, qui est un mode de compréhension du monde, au-delà même d'un mode d'organisation en fait de ces sexes. C'est d'abord un qualificatif en fait des différences sexuelles. Ces différences sexuelles sont quoi? Elles sont complémentaires. Et par ailleurs, oui, c'est un mode de compréhension du monde qui a, je pense qu'on reverra plus tard, hein, mais qui va dépasser aussi la question de l'homme et de la femme et la manière dont on va l'envisager au-delà justement de la question de l'homme et de la femme. Ça va sans doute influencer les réponses politiques qu'on va apporter à ça. Il faudrait qu'on revienne sur le deuxième terme qu'on avait appliqué quand même à la sexuation, qui était, on avait dit que la sexuation était signifiante. Et justement, ça revient sur l'argument selon lequel il a existé tellement de façons différentes d'organiser les rapports entre les hommes et les femmes, qu'en fait, il peut rien y avoir de vrai là-dedans. Le détour par la culture fait que, tellement contingent tout ça qu'on peut rien en tirer. Et en général, l'argument phare, c'est oui, mais ces différences, elles sont seulement biologiques. Mais en fait, moi, ça me fait hurler de dire ça, parce que quand on dit seulement biologique, mais le biologique a des conséquences énormes sur notre vie. Le biologique, ça fait partie de ce qu'on est, en fait. Oui, là, on va donner un exemple. Un roux en plein soleil, sa biologie va clairement influencer sa manière d'être au monde. Et clairement, il va d'abord avoir un coup de soleil. De fait, la biologie influence très clairement notre rapport au monde. Et avant ça influence aussi le regard de l'autre sur nous. Et ça, je pense qu'on peut rien y faire. C'est quelque chose qu'il faut rappeler aussi. Là, j'entre dans la question du débat avec la partie adverse. Mais c'est quelque chose qui me semble très important à rappeler, même si ça peut paraître une évidence. C'est que notre corps, c'est ce qu'on est. C'est pas, notre corps ne nous appartient pas. Notre corps n'est pas une enveloppe pour notre âme sublime. Notre corps fait partie de ce qu'on est. On est notre corps, et ce corps et l'âme sont liés. Et quand on altère, d'ailleurs, le corps, quand on touche au corps, quand on torture, quand on vit des choses difficiles, ça se traduit sur l'âme, ça se traduit sur l'esprit. Il y a des impacts. Et à l'inverse, quand l'âme ne va pas bien, quand l'esprit ne va pas bien, en général, on somatise, et ça a des conséquences, voire même des maladies graves. Donc, on en revient à notre histoire de sexuation et une histoire de biologie. Le corps va faire que des personnes vous identifient, vous définissent. En vous voyant, je vais savoir si vous êtes un homme, une femme, si vous êtes petit, si vous êtes grand, blond, brun. Ça va influencer ma manière de vous percevoir. Moi, j'ai un physique plutôt anglo-saxon. Dans un aéroport, on parle anglais, on parle pas français. Avant de vous connaître, on va plaquer sur vous, des stéréotypes, de fait.
On va vous plaquer sur vous une norme, des idées préconçues, parfois de manière injuste. Mais le fait est que vous ne changerez pas. Vous pouvez changer la nature de ces préjugés. On peut changer le fait qu'on pense que, tu parlais des roues, mais qu'on pense que les roues soient maléfiques. Ça, on peut décider de le changer. On peut faire une grande croisade contre ça. Ok, d'accord. On peut changer le fait que les femmes soient harcelées. On peut changer des choses comme ça. Mais on peut pas changer le fait qu'on va être perçu comme roux ou blond, homme ou femme, et que ça va dire quelque chose de vous. Ça, on peut pas le changer. Oui, puis même j'irais plus profondément. Je pense qu'il y a énormément de médecins qui pratiquent des médecines alternatives, qui en voyant un corps humain peuvent définir énormément de choses sur ce qu'ils sont. Le corps parle pour nous. De fait, un œil exercé va regarder, je sais pas, le blanc des yeux, va sentir la laine, enfin, je donne des exemples un peu, je suis pas thérapeute, hein, mais c'est des choses qui se voient à un œil exercé et qui, à mon avis, même quand on n'a pas l'œil exercé, font quand même une impression. Ce que je veux dire, c'est que ce type de diagnostic peut aller extrêmement loin. Mmh. C'est-à-dire que, évidemment, il y a les préjugés qui peuvent être culturels, sociaux, et qu'on peut effectivement changer ou orienter. Par contre, un œil expert ne se trompera pas sur votre état de santé, par exemple, sur l'attitude que vous allez avoir, par exemple, à la nourriture, aux autres. Et ce type de diagnostic peut aller extrêmement loin. Et ça, souvent, on l'oublie. Et ceux qui sont recruteurs, pratiquent ce genre de choses, et sont capables de justement définir en un coup d'œil si cette personne fera le job ou non. On peut voir ça comme une limite. Moi, à partir du moment où on en prend conscience, après, on peut aussi choisir de jouer avec ça. Alors, il y a une question dans un débat qu'on va vous dire, c'est que du coup, les normes, c'est pas bien. Moi, c'est ce à quoi j'ai eu droit dans le cadre du débat sur la complémentarité, qu'il faut se débarrasser des normes. Mais la société produit des normes. Voilà. Donc après, à nous d'examiner si ces normes sont justes ou injustes. Mais la société produit des normes, l'être humain produit des normes. C'est rassurant et ça permet de faire fonctionner la société. On disait après que la sexuation, ça influence aussi votre regard sur le monde, votre vécu du monde. Voilà, alors là, c'est un autre plan, c'est-à-dire c'est pas la manière dont est perçue la personne, mais c'est la manière dont vous percevez le monde. Et ça, c'est fondamentalement différent. On peut donner peut-être des exemples concrets. Être une femme, c'est quand même une question qui est profondément liée à une expérience de vie personnelle, ok? C'est légitime qu'il y ait des variations, tant mieux, c'est une marge de liberté énorme. Sauf qu'est-ce qu'on est forcément face à une réalité qui est totalement incommunicable? Non, parce qu'il y a des points communs qui relèvent, à mon avis, de l'expérience, en fait, et qui se situent énormément au niveau de la sexualité. Ça, c'est très vrai, pour le coup, les féministes focalisent beaucoup sur le vécu de la sexualité, etc. C'est très vrai. Le rapport, par exemple, différent de chaque sexe à la fertilité, ça implique un rapport au monde différent. À partir de la puberté, un homme va être fertile tous les jours de sa vie, jusqu'à un âge très avancé, théoriquement jusqu'à la mort, mais jusqu'à un âge très avancé. Une femme, non. Elle va être fertile non seulement quelques jours par cycle, grosso modo par mois, et seulement jusqu'à un certain âge, seulement jusqu'à la ménopause. Donc forcément, ça va influencer un rapport au temps. Quand ce qui était possible hier est toujours possible demain, il sera toujours, est toujours possible aujourd'hui, il sera toujours demain, ça induit quand même un sentiment de toute puissance. Tandis que quand ce qui était possible hier ne l'est plus aujourd'hui, ça implique plutôt un sentiment d'urgence. Un sentiment d'urgence, aussi un sentiment de temps cyclique, c'est-à-dire du fait que les choses vont et viennent comme les saisons finalement. C'est-à-dire que c'est pas un temps long qui est tendu vers une montée en puissance, mais au contraire quelque chose qui tourne comme le temps des saisons. Et ça, c'est peut-être aussi quelque chose qu'on peut voir dans le monde du travail. Il y a un côté très féminin de ça va bien, puis ça va pas, puis ça va bien, puis ça va pas. La roue va tourner. Hein, alors qu'un côté masculin qui est cette volonté d'aller toujours en puissance, et le fait de percevoir les accros comme un ralentissement de cette puissance. Ce qui sont d'ailleurs ce qui donne des aptitudes très différentes, très complémentaires. Voilà, bon, après une autre différence, je reviens sur nos différences, sur cette expérience vécue, voilà, qui donne une universalité au vécu des sexes, c'est la différence physiologique des organes sexuels, tout simplement, qui induit un rapport au monde différent au niveau de la sexualité, puisque chaque sexe n'est pas exposé au même vécu de l'acte sexuel, hein. C'est pas la même manière de percevoir l'acte quand on est pénétré, quand on est pénétrant déjà. Par ailleurs, c'est pas les mêmes dangers qui sont encourus. En règle générale, un homme dans la rue qui se fait agresser n'a pas le même risque qu'une femme. Par ailleurs, deux personnes qui ont un rapport sexuel qui donne la vie, le garçon peut fuir ses responsabilités en étant au courant, mais il peut aussi ne pas s'être mis au courant du tout. La jeune fille, elle est enceinte qu'elle le veuille ou non. Donc, soit elle qu'elle soit au courant ou pas d'ailleurs. C'est ça, et soit elle devra assumer cet enfant, soit elle devra en passer par un avortement. Voilà, ça va avoir un impact définitif dans sa vie, ça va être un tournant de sa vie. Tu parlais du rapport pénétrant-pénétré, je pense que c'est quelque chose de fondamental dans la notion de l'intimité. Bien sûr. Même la position sexuelle ne va pas induire la même chose qu'on pénètre ou qu'on soit pénétré, et on le voit d'ailleurs
très bien, au travers notamment des personnes qui ont des relations homosexuelles, qui le racontent. Il y a les pénétrants et pénétrés chez les homosexuels. Mais là, on peut entrer peut-être dans une autre dimension que j'ai pas forcément vu avec les collégiens forcément. C'est une réflexion que donnait Jeanne Marguerot dans un de ses livres sur la différence homme-femme, qui n'était pas inintéressante. Le fait que la jouissance peut ne pas être constatée sur une femme, tandis qu'elle est plus facilement constatable chez un homme. Et ça, pour elle, ça induisait, c'était assez poétique et assez joli, ça induisait l'obligation de se rejoindre. C'est-à-dire que l'obligation pour un homme d'être à l'écoute de la femme avec laquelle il a une union. Et par ailleurs, la nature de l'acte sexuel, enfin de la pénétration, là plus particulièrement, demande aussi à la femme une confiance dans l'homme, qui est une invitation à la communication. Voilà. Donc là, on retrouve notre rapport de complémentarité, et on retrouve surtout une expérience de l'acte sexuel, donc une expérience du monde, un rapport au monde qui est différent. Et qui est différent entre les sexes, mais qui est commun à chaque sexe, et qui va l'unifier, et qui va le constituer à la fois. Il y a d'autres expériences dont j'ai moins parlé devant des enfants, mais qui est aussi l'expérience de la maternité, et de la paternité d'ailleurs, qui sont des expériences extrêmement différentes. Enfin, attendre un enfant pour un homme et pour une femme, c'est quand même pas la même chose. Il y a un des deux membres du couple qui porte l'enfant à l'intérieur de soi, qu'il sent bouger, alors que l'homme peut effectivement ne même pas être au courant. Et donc ces expériences, pour moi, elles font se rejoindre le vécu individuel, subjectif, l'intime et l'universel. C'est-à-dire qu'on peut avoir 1000 manières de vivre une grossesse bien ou mal, mais en attendant, ça reste la même expérience corporelle, ça reste la même expérience humaine. Donc quelque part, ça nous rejoint. Donc la conclusion, c'est quand même que malgré cette difficulté à communiquer la différence sexuelle, malgré cette difficulté à la rationaliser et à l'objectiver, elle restera quelque part toujours un peu subjective, notre corps sexuel va influencer notre rapport au monde dans un sens qui est propre à chaque sexe. Oui, et qui va sur des domaines très différents. J'évoquais le domaine du travail, il y a celui de la maternité, mais on peut en voir plein d'autres. On vient, pour parler de la complémentarité, de devoir définir l'essence, la nature, les différences hommes-femmes. Ça fait beaucoup quand même à devoir définir avant d'arriver à cette terminologie qu'est la complémentarité. Moi, j'avais essayé de le résumer assez simplement dans une petite phrase, dans 2-3 petites phrases. Pour moi, on partage une nature humaine, d'accord, le commun. La sexuation, c'est une dimension donc nécessaire et signifiante de la personne humaine. C'est une dimension de la personne humaine, voilà. Au même titre que d'autres choses, mais qui est celle-là nécessaire, celle-là signifiante et assez centrale à mon avis. Et elle implique des potentialités qui vont être actualisées ou non selon les personnes, et des potentialités qui sont propres à chaque sexe, comme par exemple la maternité. Par rapport à ça, donc par rapport à ces différences hommes-femmes, la complémentarité, ça va être un mode de compréhension de ces différences entre hommes et femmes. Et donc ces différences vont impliquer un rapport au monde, un rapport au temps, à la vie, à la mort, qui sont différents, mais pas nécessairement des qualités ou des compétences spécifiques, qui elles connaissent beaucoup plus de variations en fonction des personnes. Ce qui est intéressant là de voir, c'est que avant d'aborder la question de la complémentarité homme-femme, on est obligé finalement de repartir sur des notions philosophiques de base qui aujourd'hui ne sont plus acquises, parce que la notion d'essence, la notion de nature, ce qui est nécessaire et ce qui est signifiant, ce sont des choses de la philosophie classique que tout occidental est censé connaître. Mais aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas finalement, et on est obligé de les redéfinir pour définir ce qu'est la complémentarité. C'est-à-dire qu'on est obligé de définir qu'il y a du même, on est obligé de définir qu'il y a du différent. Et où se situe ce différent. Et où se situe ce différent, avant d'arriver finalement à la question de la complémentarité, qui est un mode de perception de ce qui est différent. Oui, et j'ajouterais peut-être une complexité inhérente au monde moderne, qui est qu'à l'heure actuelle, ces notions qui sont de l'ordre du bon sens et qu'on acquiert après avec une formation philosophique, maintenant elle est rendue d'autant plus complexe qu'en fait le brouillage des esprits se fait avant l'accès à ces notions philosophiques. C'est ça qui est intéressant, et moi ce qui me fascine aussi dans cette complexité de cette complémentarité, c'est que quand on en parle à des gens qui sont plutôt favorables à la complémentarité homme-femme, tout de suite ils disent « Ah oui, non mais ça on sait déjà, on voit bien ». Bah oui, mais en fait on voit rien du tout. Le problème, c'est que souvent l'esprit est embrouillé et qu'on est obligé de passer par des redéfinitions, un travail de fond qui n'est plus fait aujourd'hui et qui fait justement des problèmes au niveau de la communication face à l'adversaire, qui lui ne veut plus cette différence des sexes, qui veut une uniformisation, au contraire une essentialisation des différences qui ne conduisent dans un sens ou dans un autre qu'à l'extinction en fait, de l'espèce humaine. Donc c'est grave. En attendant notre prochaine émission, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.lesantigones.fr, sur notre chaîne YouTube, à laquelle vous êtes bien sûr invité à vous abonner, et nous avons, comme l'avait dit Isole en début d'émission, ouvert récemment un Tipeee, auquel nous vous invitons évidemment à participer.